En 1847, dans un hôtel particulier parisien, une jeune esclave martiniquaise de 22 ans nommée Céleste stupéfie son maître en résolvant instantanément des équations mathématiques complexes que même les professeurs de la Sorbonne peinent à comprendre. Quand son talent extraordinaire est découvert par l'élite scientifique parisienne, elle devient à la fois une curiosité fascinante et une menace intolérable pour ceux qui ne peuvent accepter qu'une femme noire surpasse leur intelligence. Entre exploitation, trahison et effacement systématique, Céleste doit se battre non seulement pour la reconnaissance mais pour sa propre survie intellectuelle. Avant de connaître le dénouement de cette histoire émouvante, abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment. Chapitre 1. Céleste Moreau avait 22 ans quand elle réalisa que son don pouvait être à la fois sa libération et sa condamnation. C'était un matin gris de mars 1847, et elle travaillait comme domestique dans l'imposant hôtel particulier de la famille Beaumont, rue de Varennes à Paris. Céleste était née esclave en Martinique, fille d'une mère qu'elle n'avait jamais connue et d'un père dont elle ne savait rien. À 15 ans, elle avait été amenée à Paris par M. Auguste Beaumont, un riche négociant qui l'avait acheté lors d'un voyage aux Antilles. L'esclavage était officiellement aboli en France métropolitaine depuis 1794, mais dans les faits, beaucoup de familles riches ramenaient des domestiques des colonies dans des conditions qui différaient peu de l'esclavage. Céleste ne recevait aucun salaire, ne pouvait partir et dormait dans un réduit glacial sous les toits de l'hôtel particulier. Ce matin-là, Céleste nettoyait le bureau de M. Beaumont pendant qu'il travaillait sur des comptes compliqués pour ses affaires d'import-export. Elle l'entendait soupirer avec frustration, raturant des colonnes de chiffres encore et encore. Ces maudits calculs ne fonctionnent jamais, grommela-t-il en jetant sa plume sur le bureau. Les intérêts composés de ces emprunts vont me ruiner. Céleste, qui époussetait discrètement les étagères, avait jeté un coup d'œil rapide au papier. Les chiffres dansaient devant ses yeux, formant instantanément des patterns, des relations. Sans réfléchir, elle parla. « Pardon, monsieur, mais l'erreur est dans la 3e ligne. Vous avez utilisé un taux annuel au lieu du taux mensuel. » Auguste Beaumont se retourna brusquement, stupéfait. « Quoi? Comment oses-tu regarder mes papiers? »« Pardon, monsieur, je ?» Céleste baissa immédiatement les yeux, terrifiée par sa propre audace. « Comment sais-tu qu'il y a une erreur? Tu sais lire les chiffres? »« Oui, monsieur. Je me suis apprise en regardant les livres de monsieur Édouard. » Édouard était le fils de 18 ans qui étudiait les mathématiques à la Sorbonne. Auguste regarda ses calculs, recalcula selon ce que Céleste avait suggéré, et réalisa avec stupéfaction qu'elle avait raison. « Tu as résolu cela juste en regardant rapidement. »« Oui, monsieur. Les chiffres, je les vois clairement dans ma tête. » Auguste Beaumont était un homme pratique et curieux. Au lieu de punir Céleste pour son impertinence, il décida de tester son affirmation extraordinaire. Il écrivit une série d'équations de plus en plus complexes. Céleste les résolut toutes en quelques secondes, énonçant les réponses avec une précision parfaite. « Extraordinaire » murmura Auguste. « Absolument extraordinaire. Une négresse qui calcule comme un professeur d'université. » Ce soir-là, Auguste parla de sa découverte à son fils Édouard lors du dîner. « J'ai découvert quelque chose de remarquable aujourd'hui. Notre domestique Céleste possède un talent mathématique exceptionnel. » Édouard, un jeune homme arrogant aux cheveux blonds bouclés et aux manières affectées, rit avec dédain. « Père, vous plaisantez sûrement. Une esclave qui comprend les mathématiques? C'est impossible. Les nègres n'ont pas la capacité intellectuelle pour les sciences abstraites. Je l'ai testé moi-même. Elle résout des calculs complexes instantanément. Alors elle triche d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'elle a mémorisé des réponses. Comment pourrait-elle mémoriser des réponses à des équations que je viens d'inventer? » Édouard fronça les sourcils, clairement troublé. « Si c'est vrai, je veux la voir. Amenez-la. » Céleste fut convoquée dans la salle à manger élégante où la famille finissait de dîner. Madame Hélène Beaumont, une femme sévère d'une 40aine d'années avec des cheveux gris tirés en chignon, regardait Céleste avec désapprobation. « Auguste, c'est inapproprié d'amener une domestique pendant le dîner. »« Ma chère, je veux que notre fils voie ceci. Édouard, pose-lui une de tes questions d'examen universitaire. » Édouard, déterminé à prouver que son père se trompait, sortit son cahier de la Sorbonne et lut une équation particulièrement difficile impliquant des logarithmes. « Résous celle-ci, si tu es si intelligente. » Céleste ferma les yeux un moment, visualisant l'équation. « La réponse est 12,734, monsieur. » Édouard vérifia avec ses propres calculs qu'il lui avait pris 15 minutes en classe. Elle avait raison. Il pâlit. C'est de la chance. Et c'est celle-ci.
Il donna une équation encore plus complexe. Céleste la résolut en quelques secondes. Puis une autre. Et une autre. Elle ne fit aucune erreur. Comment est-ce possible? Édouard semblait à la fois fasciné et humilié. Une esclave noire venait de démontrer qu'elle était mathématiquement plus douée que lui. Je ne sais pas, monsieur. Les nombres parlent simplement dans ma tête. Le lendemain, Auguste invita son ami proche, le professeur Henri Dubois de la Sorbonne, à venir rencontrer Céleste. Dubois était un mathématicien distingué de 55 ans, chauve avec des favoris gris impressionnants et des yeux perçants derrière des lunettes rondes. Auguste m'a dit que vous prétendez avoir des capacités mathématiques exceptionnelles, dit Dubois à Céleste avec un scepticisme évident. Je suis venu le vérifier personnellement. Pendant 2 heures, le professeur Dubois soumit Céleste à un interrogatoire mathématique rigoureux. Il commença par des problèmes d'arithmétique de base, puis progressa vers l'algèbre, la géométrie et finalement des concepts avancés de calcul différentiel. Céleste répondit correctement à presque toutes les questions, hésitant seulement sur quelques concepts très avancés qu'elle n'avait jamais rencontrés dans les livres d'Édouard. C'est tout simplement impossible, bégaya finalement Dubois. Selon toutes les théories scientifiques sur les capacités intellectuelles des races, ce que je viens de voir ne devrait pas exister. Et pourtant, c'est indéniable. Alors que proposez-vous, Henri? Demanda Auguste. Je propose de la présenter à l'Académie des sciences. Cela créera une sensation. Imaginez, une femme noire, ancienne esclave, démontrant un génie mathématique. Cela bouleversera toutes nos théories raciales. Ou cela prouvera simplement que ces théories étaient fausses dès le début, dit doucement Céleste, oubliant momentanément sa place. Les 3 hommes la regardèrent avec surprise. Tu as des opinions sur la science? Demanda Dubois. J'ai des opinions sur ma propre humanité, monsieur. Chapitre 2. La présentation de Céleste à l'Académie des sciences fut organisée pour le mois suivant. Le professeur Dubois la prépara intensivement, lui enseignant des concepts mathématiques encore plus avancés qu'elle absorbait avec une rapidité stupéfiante. Pendant ces semaines, Céleste passait ses matinées à faire le ménage et ses après-midi à étudier dans le bureau d'Auguste. Madame Beaumont désapprouvait fortement cet arrangement. Auguste, tu négliges le travail pour lequel nous l'avons amenée, qui nettoie pendant qu'elle joue au mathématicien. Les autres domestiques peuvent faire son travail. Hélène, tu ne comprends pas l'importance historique de ceci. Je comprends que tu donnes des idées au-dessus de sa station à une esclave. Cela ne peut que mal finir. Édouard était encore plus hostile. Voir Céleste étudier les mêmes livres que lui, mais les comprendre beaucoup plus rapidement, blessait profondément son orgueil. Un soir, il la confronta dans le couloir. « Tu te crois intelligente, n'est-ce pas? Tu penses que parce que tu peux faire quelques calculs, tu es notre égal. » « Non, monsieur Édouard, je ne pense rien de tel. »« Bien, parce que tu ne le seras jamais. Peu importe combien de problèmes tu résous, tu resteras toujours ce que tu es, une négresse esclave. Ne l'oublie jamais. » Ces mots blessèrent Céleste plus qu'elle ne voulait l'admettre. Elle savait qu'Édouard avait raison dans un sens terrible. Même si elle prouvait son génie, la société ne la verrait jamais comme véritablement égale. Le jour de la présentation arriva. L'amphithéâtre de l'Académie des sciences était rempli de plus de 200 scientifiques, professeurs et intellectuels parisiens, tous masculins et blancs. Céleste, vêtue d'une robe simple mais propre fournie par Madame Beaumont, monta sur l'estrade avec le professeur Dubois. « Messieurs, commença Dubois, aujourd'hui je vous présente quelque chose d'extraordinaire. Cette jeune femme, Céleste Moreau, possède des capacités mathématiques qui défient nos compréhensions actuelles des différences raciales et de genre. » Des murmures sceptiques remplirent la salle. Une femme noire? Ridicule. C'est certainement un tour. Dubois a perdu la raison. Je vous invite à la tester vous-même, continua Dubois calmement. Posez-lui vos questions les plus difficiles. Pendant l'heure suivante, les mathématiciens les plus distingués de Paris posèrent question après question. Céleste répondit correctement à la grande majorité, expliquant même son raisonnement quand demandé. L'atmosphère dans la salle passa graduellement du scepticisme moqueur à la stupéfaction incrédule. Un professeur éminent nommé Armand Lefebvre, connu pour ses vues raciales particulièrement dures, se leva finalement. « C'est impressionnant, je l'admets. Mais comment savons-nous qu'elle ne répète pas simplement des réponses mémorisées? Les singes peuvent être entraînés à imiter. »« Monsieur Lefebvre, répondit Céleste avant que Dubois ne puisse intervenir, si vous pensez que j'imite, posez-moi un problème original que vous inventez maintenant. Quelque chose que personne n'a jamais résolu. » Le défi audacieux de Céleste causa une sensation. Lefebvre,
piqué, créa une équation complexe impliquant plusieurs variables. Résout celle-ci. Céleste étudia le problème pendant peut-être 2 minutes, puis donna non seulement la réponse, mais expliqua 3 méthodes différentes pour y arriver. La salle explosa en conversation excitée. « Messieurs » cria Dubois pour ramener l'ordre. « Vous avez vu la preuve. Cette jeune femme possède un génie mathématique authentique. Qu'est-ce que cela signifie pour nos théories sur la race et l'intelligence ?»« Cela ne signifie rien, » insista Lefebvre. « Elle est clairement une anomalie, une exception qui confirme la règle. Une personne exceptionnelle ne change pas les faits scientifiques sur les capacités générales de sa race. » Ou peut-être, dit doucement un jeune professeur nommé Victor Moreau, que nos faits scientifiques ne sont que des préjugés déguisés en science. Cette remarque causa un débat houleux qui dura encore 1 heure. Finalement, l'Académie vota pour reconnaître officiellement les capacités de Céleste et commander une étude plus approfondie. Après la présentation, alors que Céleste attendait dans un couloir avec Auguste et Dubois, un homme élégant d'environ 40 ans s'approcha. « Professeur Dubois, puis-je vous parler en privé ?» C'était M. Julien Marchand, un mathématicien ambitieux de l'École polytechnique. Dubois s'éloigna pour parler avec lui, laissant Céleste avec Auguste. « Tu as été magnifique aujourd'hui, » dit Auguste. « Je suis fier de toi. »« Merci, monsieur. Mais j'ai peur. »« Peur ? De quoi ? » J'ai vu comment certains me regardaient. Pas avec admiration, mais avec haine, comme si je les avais insultés par mon existence même. Auguste voulut la rassurer, mais ne trouva pas les mots, car il savait qu'elle avait raison. Quand ils rentrèrent à l'hôtel particulier ce soir-là, tout semblait avoir changé. Les autres domestiques regardaient Céleste différemment, avec un mélange d'envie et de distance. Madame Beaumont était glaciale. Édouard l'ignora complètement. « Céleste, dit Auguste avant qu'elle ne monte dans sa chambre, ta vie va changer maintenant. Des opportunités s'ouvriront peut-être. Mais sois prudente. Tous ne souhaitent pas ton succès. » Cette nuit-là, Céleste ne dormit pas. Elle repensait au visage dans l'amphithéâtre, aux réactions diverses. Certains avaient été impressionnés, même inspirés. Mais d'autres, comme Lefebvre, la voyaient comme une menace à leur vision du monde. Et les menaces, Céleste le savait, étaient dangereuses. Chapitre 3. Les semaines suivantes confirmèrent les pires craintes de Céleste. Sa démonstration à l'Académie avait créé une sensation dans les cercles intellectuels parisiens. Les journaux en parlaient, certains avec admiration, d'autres avec mépris ou incrédulité. Le génie noir de Paris titrait un journal progressiste. Une insulte à la science répondait un journal conservateur. Le professeur Dubois continuait à travailler avec Céleste, lui donnant maintenant accès à des problèmes mathématiques non résolus. Elle en résolut plusieurs que des mathématiciens avaient étudiés pendant des années sans succès. Chaque succès augmentait à la fois sa renommée et le ressentiment contre elle. Julien Marchand, le mathématicien de l'École polytechnique, commença à visiter fréquemment l'hôtel particulier des Beaumont, prétendant vouloir étudier les méthodes de Céleste. « Mademoiselle Céleste, disait-il avec un sourire charmeur, votre approche des problèmes est vraiment unique. Pourriez-vous m'expliquer comment vous visualisez ces équations ?» Naïvement, Céleste partageait ses méthodes, heureuse qu'un mathématicien respecté veuille apprendre d'elle. Elle lui montrait ses carnets où elle avait développé ses propres notations pour résoudre des problèmes complexes. Pendant ce temps, le professeur Lefebvre et plusieurs de ses collègues conspiraient. « Cette situation est intolérable, » disait Lefebvre lors d'une réunion privée à son domicile. « Si nous permettons qu'une négresse soit célébrée comme mathématicienne, que dira-t-on de nos institutions, de notre supériorité civilisationnelle ? Nous devons discréditer ses travaux, suggéra un autre professeur. Prouver qu'elle triche d'une manière ou d'une autre. Ou mieux, dit Marchand qui assistait aussi à cette réunion, s'approprier ses découvertes. Elle n'est qu'une esclave. Elle n'a aucun droit légal sur son travail intellectuel. Un plan fut élaboré. Marchand continuerait à gagner la confiance de Céleste, copiant discrètement ses méthodes et ses solutions. Puis il publierait ses travaux sous son propre nom, affirmant qu'il avait simplement utilisé Céleste comme assistante. 2 mois après la présentation à l'Académie, Marchand publia un article révolutionnaire dans une revue mathématique prestigieuse. L'article présentait une nouvelle méthode pour résoudre une classe de problèmes complexes. C'était exactement la méthode que Céleste avait développée et partagée avec lui. Quand Dubois montra l'article à Céleste, elle fut dévastée. « Mais c'est mon travail, ma méthode. Je la lui ai expliquée il y a 3 semaines. »« Je sais, » dit Dubois avec colère. « C'est du vol intellectuel pur. Nous devons le confronter. » Mais quand Dubois accusa publiquement Marchand, celui-ci nia tout. « C'est absurde.
J'ai développé cette méthode moi-même. Oui, j'ai parlé avec Céleste, mais c'était pour tester mes propres théories, pas pour apprendre d'elle. Mensonge, cria Dubois. Ces carnets prouvent qu'elle avait développé cette méthode des mois avant votre publication. Les carnets d'une esclave contre la parole d'un professeur de l'école polytechnique. Marchand sourit froidement. Qui croyez-vous que l'Académie croira? Il avait raison. Malgré les protestations de Dubois, l'Académie refusa d'enquêter. Marchand devint célèbre pour sa découverte, tandis que Céleste fut ignorée. Pire, accusé d'essayer de voler le crédit d'un homme respectable. La trahison brisa quelque chose en Céleste. Elle devint silencieuse, renfermée. Elle continuait à résoudre des problèmes que Dubois lui donnait, mais ne partageait plus ses méthodes avec personne d'autre. Ne laisse pas cela te détruire, la supplia Dubois. Ton génie reste réel, même si d'autres le volent. À quoi bon le génie si on me vole tout crédit? Si chaque découverte que je fais peut être prise par n'importe quel homme blanc? Dubois n'avait pas de réponse satisfaisante. Le système était conçu pour exclure des gens comme Céleste. Même son soutien avait des limites. Pendant ce temps, Auguste Beaumont faisait face à des pressions croissantes. Ses associés d'affaires se plaignaient que sa négresse mathématicienne donnait une mauvaise réputation à sa famille. Sa femme Hélène insistait pour que Céleste retourne à ses tâches domestiques normales. Auguste, cette expérience a assez duré, dit Hélène un soir. Céleste doit retourner à sa place. Elle cause trop de problèmes. Mais Hélène, son talent? Son talent n'est rien comparé à la paix de notre famille et notre réputation sociale. Finalement, Auguste céda. Il informa Céleste qu'elle ne pourrait plus étudier pendant la journée. Elle devait redevenir domestique à temps plein. « Je suis désolé, Céleste, » dit Auguste, incapable de la regarder dans les yeux. « Tu peux continuer à étudier la nuit, dans ton temps libre, mais tu dois revenir au travail domestique. » Céleste comprit alors qu'elle était vraiment seule. Même Auguste, qu'il avait soutenu, l'abandonnait face à la pression sociale. Chapitre 4. Les mois suivants furent les plus sombres de la vie de Céleste. Elle travaillait comme domestique de l'aube au crépuscule, et seulement tard dans la nuit, à la lumière d'une bougie dans son réduit glacial, elle continuait ses études mathématiques. Elle développait ses propres théories, résolvait des problèmes que personne ne verrait jamais, accumulant des carnets de découvertes qu'elle gardait cachés sous son matelas. Le professeur Dubois continuait à la visiter occasionnellement, lui apportant de nouveaux problèmes et des encouragements. « Ne renonce pas, disait-il. L'histoire se souviendra de toi, même si le présent te rejette. » « Comment l'histoire se souviendra-t-elle de moi si personne ne connaît mon travail » demanda Céleste avec amertume. « Je documente tout, tes solutions, tes méthodes. Un jour, quand les mentalités changeront, le monde saura. » Mais Céleste avait perdu foi en ses promesses. Elle voyait la réalité clairement maintenant. Dans ce monde, une femme noire n'aurait jamais la reconnaissance qu'elle méritait. Un événement changea tout. En mai 1848, un problème mathématique particulièrement difficile fut posté comme défi par l'Académie des sciences. Le problème avait résisté aux tentatives de résolution pendant plus de 50 ans. Un prix important était offert à quiconque le résoudrait. Quand Dubois montra le problème à Céleste, elle l'étudia pendant plusieurs jours pendant ses nuits sans sommeil. Finalement, elle vit la solution. C'était élégant, révolutionnaire, utilisant une approche que personne n'avait considérée auparavant. « Henri, » dit-elle à Dubois lors de sa prochaine visite, « j'ai résolu le problème. » « Vraiment? Montre-moi. » Elle lui présenta sa solution. Dubois la vérifia méticuleusement. « C'est brillant, Céleste, absolument brillant. Tu dois soumettre ceci à l'Académie. » « Sous quel nom? Ils ne prendront jamais une solution soumise par moi. » Dubois réfléchit. « Alors nous la soumettons sous mon nom, mais je reconnaîtrai publiquement que c'est ton travail. Vous avez dit ça la dernière fois, et regardez ce qui s'est passé. Cette fois sera différente, je le jure. » Céleste hésita, puis accepta. Qu'avait-elle à perdre? Dubois soumit la solution sous son propre nom mais avec une note, développée en collaboration avec mademoiselle Céleste Moreau. La solution fut examinée par un comité de l'Académie. Elle était correcte. Plus que correcte, elle était géniale. L'Académie annonça que le professeur Dubois avait résolu le problème de 50 ans. La reconnaissance dans les journaux mentionna à peine Céleste. Le professeur Dubois, avec l'aide de sa domestique mathématiquement douée, écrivait un journal. Un autre ignorait complètement sa contribution. Quand Dubois réclama publiquement que Céleste méritait le crédit égal, il fut ridiculisé. « Dubois devient sénile », écrivait un critique.
Il attribue maintenant son propre génie à une négresse. Pire, Julien Marchand publia un article suggérant que Dubois avait utilisé le nom de Céleste pour éviter de partager le crédit avec d'autres mathématiciens, qui avaient vraiment contribué à la solution. C'était un mensonge complet, mais beaucoup le crurent. Céleste réalisa alors l'horrible vérité. Peu importe ce qu'elle accomplissait, l'histoire l'effacerait. Son travail serait volé, minimisé ou attribué à d'autres. Elle était invisible dans un monde qui refusait de voir son humanité, encore moins son génie. « Je ne publierai plus rien », dit-elle à Dubois. « À quoi bon? Tout sera volé ou oublié. »« Alors tu abandonnes ?»« Non, je continue pour moi-même, pour prouver à moi-même que je peux. Mais je n'ai plus d'illusions sur la reconnaissance. » Les années passèrent. Céleste continuait à étudier la nuit, accumulant des carnets de travaux révolutionnaires que personne ne verrait jamais. Dubois vieillissait, sa santé déclinant. En 1852, il mourut, laissant Céleste vraiment seule. Auguste Beaumont mourut aussi en 1854. Son fils Édouard hérita de l'hôtel particulier et annonça qu'il vendrait tous les domestiques dont il n'avait plus besoin. Céleste, maintenant âgée de 29 ans, allait être vendue. Dièse astérisque chapitre 5 astérisque la vente promise ne se produisit jamais, sauvée non par la compassion humaine mais par un décret politique lointain. En avril 1855, l'esclavage fut définitivement et irrévocablement aboli dans toutes les possessions françaises par un décret gouvernemental. Céleste Moreau, à l'âge de 30 ans, était maintenant légalement et officiellement libre. Elle reçut des papiers officiels attestant de son statut d'affranchie, un document qu'elle plia soigneusement et garda toujours près d'elle, symbole tangible d'une liberté qui sonnait étrangement creuse. Mais libre pour faire exactement quoi dans ce monde qu'il avait si cruellement rejeté? Elle n'avait absolument aucun argent économisé après des années de servitude non rémunérée. Elle n'avait ni famille connue ni réseau social pour l'aider. Son génie mathématique extraordinaire et reconnu mais jamais officiellement crédité ne lui donnait aucune qualification professionnelle que les employeurs potentiels reconnaîtraient ou valoriseraient. Les universités ne l'engageraient jamais. Les familles riches ne voulaient plus d'elle après le scandale et la controverse qui entouraient son nom. Édouard Beaumont, maintenant maître incontesté de l'hôtel particulier familial après la mort de son père, l'a mis dehors sans cérémonie et sans compensation. « Tu es libre maintenant », dit-il froidement le jour où elle dut partir. Va te faire une vie ailleurs. Ton temps ici est terminé. Céleste quitta la rue de Varennes avec une petite valise contenant tous ses biens terrestres, quelques vêtements usés, ses précieux carnets de mathématiques remplis de ses découvertes non reconnues et les papiers d'affranchissement. Elle n'avait nulle part où aller, aucun plan, aucune idée de comment survivre dans Paris comme femme libre mais totalement démunie. Les premières semaines furent terrifiantes et désespérées. Elle dormait dans des auberges bon marché quand elle pouvait se le permettre, dans des portes d'immeubles quand elle ne le pouvait pas. Elle cherchait du travail partout, acceptant n'importe quelle tâche pour quelques sous. Finalement, elle trouva un emploi stable comme blanchisseuse dans une grande blanchisserie industrielle du quartier populaire de Belleville, un travail brutal et épuisant qui lui permettait tout juste de survivre. La blanchisserie était un enfer humide et brûlant où des dizaines de femmes, principalement pauvres et souvent immigrées, lavaient le linge des familles riches de Paris de l'aube jusqu'au crépuscule. L'eau était presque bouillante, brûlant les mains. La vapeur rendait l'air difficilement respirable. Le travail était répétitif et physiquement destructeur. Céleste, qui avait passé des années à exercer son esprit brillant sur les problèmes mathématiques les plus complexes, utilisait maintenant ses mains pour frotter, tordre et repasser du linge sale pendant 12 heures par jour. « D'où viens-tu » lui demanda Marie, une femme plus âgée qui travaillait à la cuve voisine lors de sa première semaine. « De la Martinique, originellement. Puis j'ai travaillé dans une maison bourgeoise. » « Pourquoi es-tu parti? Tu as volé quelque chose. » La question n'était pas accusatrice, juste curieuse. Beaucoup de femmes ici avaient des passés compliqués. « Non, j'ai juste cessé d'être utile, » répondit Céleste, ne voyant aucune raison de mentionner son histoire extraordinaire que personne ne croirait de toute façon. Avec son maigre salaire de blanchisseuse, Céleste louait une minuscule chambre sous les toits dans un immeuble décrépit de Belleville. La chambre était à peine plus grande qu'un placard, avec juste assez d'espace pour un lit étroit, une chaise cassée et une petite table. L'hiver, elle gelait. L'été, elle étouffait. Mais c'était à elle, son premier espace vraiment personnel après des années de servitude. Chaque soir, après avoir travaillé toute la journée à la blanchisserie, Céleste rentrait dans sa chambre épuisée, les mains rouges et douloureuses, le dos courbaturé. Mais même dans cet état d'épuisement physique total, elle allumait sa seule bougie précieuse et sortait ses carnets mathématiques. Elle ne pouvait pas s'arrêter.
Les mathématiques étaient devenues plus qu'une passion ou un don. C'était devenu une partie essentielle de son identité, la seule chose qui lui rappelait qu'elle était plus qu'une simple blanchisseuse anonyme. Elle continuait à développer ses théories, à résoudre des problèmes que personne ne lui posait, à explorer des territoires mathématiques que personne d'autre ne visitait encore. Ses carnets s'accumulaient, remplis d'équations, de preuves, de théories révolutionnaires qu'aucun œil académique ne verrait jamais. C'était un travail fait dans l'obscurité complète, sans audience, sans reconnaissance, sans espoir de publication. Pourquoi continues-tu se demandait-elle parfois à elle-même pendant ses longues nuits solitaires. Personne ne verra jamais ce travail. L'histoire t'a déjà oublié. Les mathématiques que tu as aidé à avancer sont maintenant attribuées entièrement à d'autres hommes comme marchands. À quoi bon continuer? Mais elle continuait quand même, poussée par quelque chose de plus profond que le désir de reconnaissance. C'était une nécessité intérieure, un besoin de prouver à elle-même que son esprit n'avait pas été brisé par l'injustice, que sa capacité n'avait pas été détruite par le rejet. Les mathématiques étaient son acte de résistance silencieux contre un monde qui voulait la réduire à rien. Les années passèrent lentement et péniblement. 1856, 1857, 1858, 1859. Céleste vieillissait prématurément, son corps usé par le travail manuel brutal, son visage marqué par les années de lutte. Ses mains, qui avaient autrefois tenu des plumes pour écrire des équations élégantes, étaient maintenant constamment rouges, gercées et douloureuses du contact avec l'eau bouillante et les produits chimiques caustiques. Elle voyait parfois des articles dans les vieux journaux utilisés pour emballer le linge, des articles sur les avancées mathématiques à Paris. Parfois, elle reconnaissait des problèmes qu'elle avait résolus des années auparavant, maintenant découverts par d'autres et célébrés comme des percées innovantes. Ces moments lui faisaient mal d'une manière particulière, un rappel constant de ce qu'elle aurait pu être si elle était née différente. « Tu es bien silencieuse aujourd'hui », remarqua Marie un jour de 1860 alors qu'elle travaillait côte à côte. Marie était devenue sa seule amie vraie dans cette nouvelle vie, une des rares personnes qui la traitait avec gentillesse sans arrière-pensée. « Je pense juste au passé », répondit Céleste. « Le passé est terminé. Nous avons seulement maintenant. » Mais que faire si le maintenant n'est rien comparé à ce qui aurait pu être? Marie haussa les épaules avec la sagesse pragmatique de quelqu'un qui avait survécu à beaucoup. Alors tu acceptes ce qui est et tu trouves de la joie où tu peux. L'amertume ne change rien. Céleste savait que Marie avait raison, mais accepter était plus difficile qu'il n'y paraissait. Tout changea un jour pluvieux d'octobre 1860. Un jeune homme élégant d'environ 25 ans entra dans la blanchisserie, clairement déplacé dans cet environnement pauvre et humide. Il portait un costume bien coupé et des lunettes rondes, et il tenait nerveusement un carnet et plusieurs vieux journaux. « Excusez-moi, » dit-il poliment au contremaître, « je cherche une femme nommée Céleste Moreau. On m'a dit qu'elle travaille peut-être ici. » Le contremaître pointa vers Céleste avec indifférence. Le jeune homme s'approcha, étudiant son visage avec une intensité presque inconfortable. « Mademoiselle Moreau, je m'appelle Claude Bertrand. Je suis mathématicien, récemment arrivé de Lyon pour étudier à Paris. Je fais des recherches sur l'histoire des mathématiques parisiennes et j'ai entendu des rumeurs fascinantes sur une négresse mathématicienne qui avait causé une sensation il y a environ 15 ans. Serait-ce vous ?» Céleste le regarda avec méfiance et fatigue. Elle n'avait parlé de son passé mathématique à personne ici. « Pourquoi voulez-vous savoir ?»« Parce que votre histoire a presque complètement disparu des archives officielles, comme si quelqu'un avait délibérément essayé de l'effacer. Mais j'ai trouvé des mentions dans de vieux journaux, des notes marginales dans des registres de l'Académie. Et surtout, j'ai trouvé et lu les notes personnelles détaillées du feu professeur Henri Dubois. » Claude sortit un vieux journal usé de sa sacoche. Il a écrit ici, et je cite, « Céleste Moreau est le plus grand talent mathématique naturel que j'ai jamais rencontré dans ma carrière de 40 ans. Si elle avait été un homme blanc, elle aurait révolutionné notre discipline. Au lieu de cela, son génie sera probablement perdu pour l'histoire, victime des préjugés de notre époque. » Les larmes montèrent aux yeux de Céleste malgré elle. Entendre les mots de Dubois, mort depuis si longtemps, la touchait profondément. Le professeur Dubois était un homme bon qui a essayé de m'aider. Mais même lui ne pouvait pas changer le système. « Puis-je vous parler? Vous interviewer? Documenter votre histoire et votre travail? Je crois sincèrement que c'est important, pas juste pour l'histoire des mathématiques, mais pour l'histoire de la justice et de l'humanité. » Céleste hésita longuement. Que avait-elle à gagner en rouvrant ses vieilles blessures? Mais finalement, quelque chose dans l'enthousiasme sincère et respectueux de ce jeune homme la toucha. Peut-être qu'une dernière fois, elle essaierait de faire entendre sa voix. « Venez chez moi dimanche prochain, dit-elle finalement.
C'est mon seul jour de repos. Ce dimanche, Claude Bertrand grimpa les 5 étages jusqu'à la chambre minuscule de Céleste dans Belleville. Quand elle ouvrit la porte, il fut choqué par la pauvreté de ses conditions de vie, un contraste brutal avec le génie qu'il savait qu'elle possédait. « Entrez, monsieur Bertrand. Pardonnez le désordre et la modestie des lieux. » Ils s'assirent, elle sur son lit étroit, lui sur l'unique chaise, et Céleste commença à raconter son histoire. Elle parla pendant des heures, racontant tout depuis le début, sa découverte accidentelle dans le bureau d'Auguste Beaumont, sa présentation triomphale mais finalement vaine à l'Académie, la trahison cruelle de Julien Marchand, l'effacement systématique de ses contributions, la mort de Dubois, sa libération qui n'avait apporté aucune liberté réelle. Claude écoutait avec une attention totale, prenant des notes frénétiques, posant des questions perspicaces. « Et votre travail mathématique? Avez-vous continué après tout cela? »« Oui, je n'ai jamais pu m'arrêter. » Céleste se leva et sortit de sous son lit une petite malle en bois. Elle l'ouvrit pour révéler des dizaines de carnets, certains vieux et jaunis, d'autres plus récents. « Voici mon travail. 15 ans de mathématiques que personne n'a jamais vus. » Claude prit les carnets avec des mains tremblantes de respect et d'excitation. Il commença à les feuilleter, et son expression passa rapidement de la curiosité à l'incrédulité absolue. « Mademoiselle Moreau, ces équations, ces preuves, certaines de ces théories que vous avez développées, les mathématiciens ne les découvriront officiellement que dans plusieurs années, voire décennies. Vous êtes en avance sur votre temps. Quelle importance si je suis en avance si personne ne le sait? Mais je le sais maintenant, et je peux documenter tout cela. Publiez sur votre travail. Vous donnez le crédit que vous méritez. » Céleste sourit tristement, un sourire chargé d'années de désillusion. « Monsieur Bertrand, vous êtes jeune et idéaliste. J'apprécie votre enthousiasme, mais j'ai déjà entendu ces promesses auparavant. Prenez les carnets si vous voulez. Faites-en ce que vous pouvez. Je n'ai plus aucune illusion ni aucun espoir de reconnaissance personnelle. » Claude passa les mois suivants complètement absorbé par les carnets de Céleste. Plus il étudiait, plus il était stupéfait et indigné. Céleste avait développé des méthodes révolutionnaires en théorie des nombres, en analyse complexe, en géométrie différentielle. Elle avait résolu des problèmes que les meilleurs mathématiciens d'Europe considéraient encore comme insolubles. Elle avait créé des notations innovantes qui simplifiaient des calculs complexes. Il écrivit un article académique détaillé sur ses découvertes, créditant entièrement et explicitement tout à Céleste Moreau. L'article décrivait son histoire, documentait ses contributions et argumentait passionnément qu'elle méritait une reconnaissance posthume pour son génie. Mais quand il soumit l'article au principal revue mathématique, il fut systématiquement rejeté. Les réponses variaient de poliment sceptiques à ouvertement hostiles. « Monsieur Bertrand, ces affirmations sont extraordinaires et franchement incroyables », écrivait un éditeur. « Vous demandez à notre lectorat érudit de croire qu'une ancienne esclave noire sans éducation formelle a développé des théories mathématiques avancées? C'est absurde sur le visage de celle-ci. Nous ne pouvons pas publier quelque chose qui fait une moquerie de la rigueur académique. » Un autre éditeur fut plus direct. « Cette femme, si elle existe vraiment, a probablement copié ou mal compris les travaux d'autres mathématiciens. Nous ne compromettrons pas notre réputation en publiant des affirmations si manifestement fausses. » Claude était furieux et frustré, mais pas surpris. Le même système qui avait rejeté Céleste pendant sa vie continuait à la rejeter même maintenant. Il parvint finalement à publier une version abrégée de son article dans une petite revue progressiste qui n'avait pas le prestige des publications académiques majeures. L'article fut largement ignoré par l'establishment mathématique. Quelques lecteurs furent intéressés, quelques-uns même impressionnés, mais cela ne créa pas le mouvement de reconnaissance que Claude espérait. « Je suis désolé, dit-il à Céleste lors d'une visite en 1862. J'ai essayé, j'ai vraiment essayé, mais il refuse de vous voir. » « Je sais, » répondit Céleste avec une acceptation tranquille. « Je l'ai toujours su. Monsieur Bertrand, je vous remercie d'avoir essayé. C'est plus que ce que la plupart auraient fait. » Les années suivantes furent dures pour Céleste. Son corps, déjà affaibli par des années de travail manuel brutal et de malnutrition, commença à se détériorer rapidement. Elle développa une toux chronique qui ne partait jamais, conséquence de l'air humide et toxique de la blanchisserie. Ses mains, constamment exposées à l'eau bouillante et aux produits chimiques, étaient déformées et douloureuses. En novembre 1866, elle attrapa une pneumonie sévère. Elle était trop malade pour travailler et sans travail, elle ne pouvait pas payer le loyer ou la nourriture. Marie et quelques autres femmes de la blanchisserie collectèrent de l'argent pour l'aider, mais ce n'était pas suffisant.
Claude Bertrand vint la voir dans sa chambre glaciale où elle grelottait sous ses maigres couvertures. « Mademoiselle Moreau, vous devez voir un docteur. Vous devez aller à l'hôpital. » « Les hôpitaux sont où les pauvres vont mourir, Monsieur Bertrand, » répondit Céleste avec un petit rire qui se transforma en quinte de tout douloureuse. « Je préfère mourir ici, dans ma propre chambre, entouré de mes carnets. » « Ne parlez pas de mourir. Vous allez guérir. » Mais tous deux savaient que c'était faux. Céleste Moreau mourut le 15 janvier 1867, juste après son 42e anniversaire. Elle mourut dans la pauvreté absolue, seule sauf pour Claude qui tenait sa main, pratiquement oublié par le monde qui aurait dû la célébrer. Ses derniers mots furent « Les nombres ne mentent jamais. Les gens mentent. Les systèmes mentent. Mais les nombres sont toujours vrais. » Claude Bertrand organisa et paya ses funérailles modestes. Moins de 10 personnes y assistèrent. Lui-même, Marie et quelques femmes de la blanchisserie. Et étrangement, un très vieil homme qui se présenta comme un ancien étudiant du professeur Dubois. « Elle méritait tellement mieux, » dit Claude en regardant le cercueil simple être descendu dans la terre. « Nous méritons tous mieux, » répondit Marie tristement. « Mais le monde ne donne pas ce que nous méritons. Il donne ce qu'il veut. » Claude Bertrand passa le reste de sa longue vie à essayer de préserver et promouvoir l'héritage de Céleste Moreau, mais ses efforts furent largement et douloureusement infructueux. Il republia son article plusieurs fois dans différentes publications, mais il n'atteignit jamais une audience large. Il présenta les carnets de Céleste à plusieurs universités, mais seule une petite bibliothèque universitaire accepta de les archiver, les rangeant dans une collection obscure que presque personne ne consultait jamais. Quand d'autres mathématiciens découvrirent plus tard, dans les années 1880 et 1890, certaines des mêmes théories que Céleste avait développées dans les années 1850, ils furent célébrés internationalement comme des pionniers brillants et innovants. Claude écrivit des lettres aux journaux académiques, pointant que Céleste Moreau avait fait ses découvertes des décennies auparavant. Ces lettres furent ignorées ou ridiculisées. Monsieur Bertrand est devenu obsédé par cette femme imaginaire, écrivit cruellement un critique. Il invente des histoires pour diminuer les accomplissements de nos véritables mathématiciens. Claude mourut en 1903, à 68 ans, amer et désillusionné mais toujours convaincu que l'histoire finirait par rendre justice à Céleste. Dans ses notes finales, qu'il laissa à la même bibliothèque qui conservait les carnets de Céleste, il écrivit « J'ai passé 43 ans à essayer de faire reconnaître le génie de Céleste Moreau. J'ai échoué, mais cet échec n'est pas une réfutation de son génie. C'est une preuve de l'aveuglement systémique de notre société. L'histoire est écrite par ceux qui ont le pouvoir social et institutionnel d'écrire. Céleste Moreau avait le génie pur pour révolutionner les mathématiques, mais pas le pouvoir social pour forcer la reconnaissance de ce génie. Sa tragédie n'est pas qu'elle a échoué intellectuellement, mais qu'elle a réussi brillamment et massivement, et a été systématiquement effacée quand même. Combien d'autres Célestes y a-t-il eu à travers l'histoire? Combien de voix extraordinaires ont été silenciées par le racisme, le sexisme, la pauvreté? Nous ne le saurons jamais complètement, et c'est peut-être la plus grande perte intellectuelle et morale de l'humanité. Je lègue ces carnets et ces documents à la postérité avec l'espoir qu'une génération future, plus juste et plus sage que la nôtre, redécouvrira Céleste Moreau et lui donnera enfin la place qui lui revient dans l'histoire des mathématiques et dans l'histoire de la lutte humaine pour la dignité et la reconnaissance. Aujourd'hui, plus de 150 ans après sa mort tragique et prématurée, le nom de Céleste Moreau reste inconnu de la grande majorité, même parmi les mathématiciens professionnels. Ses contributions révolutionnaires sont toujours majoritairement attribuées à d'autres. Les théories mathématiques qu'elle a développées dans l'obscurité de sa chambre de Belleville sont maintenant enseignées dans les universités du monde entier, mais son nom n'apparaît dans aucun livre de texte standard. Les carnets de Céleste existent toujours, préservés dans une petite archive spécialisée d'une bibliothèque universitaire parisienne que très peu de chercheurs visitent. Ils sont catalogués de manière obscure, faciles à manquer dans les recherches, dormant patiemment en attendant qu'une nouvelle génération de chercheurs plus conscients et plus justes les redécouvre et rendent enfin justice complète à une femme qui était en avance sur son temps mais née dans le mauvais corps, au mauvais endroit, au mauvais moment dans l'histoire. Son histoire nous rappelle avec une force dévastatrice que l'histoire n'est jamais juste ce qui s'est objectivement passé, mais aussi et surtout ce que nous, collectivement et sélectivement, choisissons de nous rappeler et de transmettre. Et trop souvent, tragiquement, nous avons choisi d'oublier, d'ignorer et d'effacer ceux et celles qui n'avaient pas le pouvoir social, racial ou économique de forcer le monde à les voir, à les entendre, à les reconnaître comme pleinement humains et dignes de mémoire. Astérisque, astérisque, et ainsi se termine une autre histoire d'époque passée. Abonnez-vous à la chaîne et suivez de nouvelles histoires qui émeuvent, inspirent et transforment.